Ma femme a volé l'argent des études de notre fille pour financer son addiction au shopping et elle veut que je porte le chapeau. Je suis coincée entre le marteau et l'enclume et je ne sais pas quoi faire. Le problème, c'est que je ne peux en parler à personne de proche pour des raisons évidentes de confidentialité. Je suis avec ma femme Andrea, 48 ans, et ma belle-fille Cassie, 17 ans, depuis maintenant 8 ans. Je les aime tous les deux plus que tout, mais Cassie est une jeune fille extrêmement brillante. En voyant son potentiel, Andrea et moi avons décidé de constituer des fonds pour ses études supérieures afin qu'elle ne soit pas écrasée par les dettes. Au fil des années, ce fonds a dépassé les $200 000, ce qui est énorme, $200 000. Cassie est au courant et compte dessus puisqu'elle essaie d'intégrer une université d'Ivy League. Donc Ivy League, j'imagine que ça fait partie du top des universités. Je ne connais pas du tout le principe. Si jamais il y en a qui connaissent, faites-m'en part. Pour faire court, la semaine dernière, j'ai découvert que presque $170 000 avaient disparu du compte. J'ai complètement paniqué et demandé à Andrea si elle savait ce qui s'était passé. Elle s'est mise à pleurer et m'a dit qu'elle avait utilisé cet argent au fil des années pour financer ses dépenses compulsives. Oh là là, j'étais furieux, mais j'ai quand même eu un moment de lucidité. J'ai assez lu sur ce genre de forum pour savoir qu'une liaison était aussi une possibilité. Alors, je lui ai demandé si elle me trompait. Elle a nié catégoriquement et m'a proposé toutes les preuves que je voulais. Ses réseaux sociaux, ses emails, son téléphone professionnel, tout. Elle m'a aussi proposé de me montrer les reçus. Rien ne m'a semblé suspect et les montants des reçus correspondent bien, donc j'ai laissé tomber cette piste. Mais il restait toujours l'énorme problème. L'argent avait disparu. Elle s'est décrite comme une accro au shopping et l'argent sur le compte de Cassie était tout simplement trop tentant pour qu'elle n'y touche pas. Elle n'a pas cherché à se justifier, elle n'a proposé aucune solution non plus. Comme je l'ai dit, j'étais hors de moi. Elle a détruit toutes les chances de Cassie d'aller à l'université sans dette et elle a changé la trajectoire de toute sa vie. Je lui ai demandé d'aller vivre chez sa sœur pendant que j'essayais de réfléchir à la suite. Alors ça c'est surprenant parce que d'habitude quand il y a une dispute de couple comme ça, c'est la personne qui est fâchée qui s'en va. Là non, il demande à sa femme de partir. Cassie s'est inquiétée de savoir pourquoi sa mère partait, mais on lui a simplement dit qu'on avait besoin d'un peu d'espace. J'ai demandé à Andrea de revenir à la maison hier et on a eu une discussion extrêmement longue sur la manière de gérer ça. Elle m'a interrompu, m'a demandé une faveur. Elle m'a demandé si je pouvais prendre la faute à sa place. Ben voyons. Ben voilà, histoire de bien montrer qu'elle assume absolument pas. En fait, là, tu as une épouse qui en fait, au fil des années, s'est permis de se servir dans le compte, qui ne réalise pas la gravité de sa faute, qui ne prend pas du tout ses responsabilités et qui, en fait... donc jusqu'au bout elle assume pas, jusqu'au bout elle réalise pas à quel point ce qu'elle a fait est grave. Et donc elle ne veut assumer aucune responsabilité, hein. C'est une femme enfant là que t'as. Donc c'est le comportement d'un enfant ça, de pas vouloir assumer, de vouloir que quelqu'un d'autre se fasse punir à sa place. Moi je faisais ça pour mes sœurs quand on était petites, je me faisais punir à leur place, je m'accusais quand elles faisaient des bêtises, j'allais voir mes parents parce que moi j'étais l'aînée, j'étais la responsable, j'étais la sérieuse, donc quand je faisais des bêtises, je me faisais moins punir que mes sœurs. Je sais c'est pas très très juste mais c'était comme ça. Et donc il y avait des fois elles faisaient des bêtises et j'allais m'accuser à leur place. Pour qu'elle n'ait pas à être punie et que ce soit moi qui sois punie. Parce que forcément, ce serait moins sévère. J'étais un peu l'enfant roi. Et là, c'est exactement le même principe, en fait. Elle refuse toute responsabilité. Elle se comporte comme quelqu'un de non responsable, donc comme un enfant. Parce que typiquement, les personnes qui ne sont non responsables, ce sont les personnes qui sont déclarées irresponsables parce que handicapées mentales ou parce que malades mentales, et les enfants. Voilà, clairement. Pour donner un peu de contexte, elle et Cassie ne s'entendent pas bien pour diverses raisons. Et au vu de à quel point Cassie est indépendante, elle partira probablement juste après l'université, voire pendant. En réalité, Cassie et moi nous entendons très bien et elle vient souvent de me parler de ses problèmes. Andrea a eu peur que cette histoire éloigne définitivement Cassie d'elle et elle ne veut pas la perdre. Oui, elle ne veut pas assumer la responsabilité de ses actes. Je lui ai dit qu'avant même d'envisager quoi que ce soit dans ce sens, elle devait reconnaître sa faute et l'assumer. Elle devait commencer une thérapie individuelle, on devait entamer une thérapie de couple, elle devait trouver un groupe de soutien pour les accros au shopping, et à partir de maintenant, c'est moi qui gérerai les finances. Elle a dit que mes conditions étaient dures, mais justes.
Je lui ai répondu qu'elle devait dire à Cassie ce qu'elle avait fait, s'excuser, espérer le meilleur. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas perdre Cassie. Selon elle, moi, je pouvais survivre à cette faute, mais pas elle. Je lui ai dit que pour que j'envisage ne serait-ce qu'une seconde de porter le chapeau, elle devait d'abord accepter mes conditions. Je ne sais pas quoi faire, bordel. La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de mentir à Cassie, mais je n'ai pas non plus envie qu'Andrea et elle se coupent définitivement l'une de l'autre. Et le pire dans tout ça, c'est que la vie de Cassie est foutue dans les deux cas. Je ne vois pas comment reconstituer cet argent, à part peut-être en empruntant sur mon plan retraite. 401 000 dollars. 401K. Reddit, avez-vous des suggestions ? Le divorce est toujours une option, mais j'aime Andrea malgré ce qu'elle a fait. Et à 52 ans, refaire ma vie me semble presque impossible. Edith, après que tout le monde ici m'a remis les idées en place, j'ai compris que je ne pouvais pas mentir à Cassie. Je l'aime trop, elle mérite de connaître toute la vérité, aussi laide et difficile soit-elle. Je vais parler à Andrea, lui dire qu'on doit dire la vérité ensemble, comme condition pour rester ensemble. Sinon, j'engagerai une procédure de divorce et je dirai la vérité à Cassie quand même. Et comme quelqu'un l'a suggéré, je n'ai pas besoin qu'elle essaie de retourner la situation contre moi. Donc, j'enregistrerai nos échanges à partir de maintenant. Merci. Edith 2. Je veux remercier tout le monde ici de m'avoir vraiment ouvert les yeux hier. Vous avez raison. Je dois faire passer Cassie avant tout. Et comme je l'ai dit, je vais lui dire toute la vérité, même si elle se met en colère contre moi et me renie. Au moins, je saurai que j'ai fait ce qu'il fallait. C'est assez impressionnant parce que c'est pas son père, c'est son beau-père, mais clairement lui il la considère comme sa fille, il l'élève comme sa fille, et je suis assez d'accord avec le reste de Reddit là-dessus. Il faut dire la vérité, il faut que la mère assume, il faut que la mère comprenne que ses actions ses achats compulsifs ont des conséquences et qu'elle en assume les conséquences. Et oui c'est dur, oui c'est douloureux, oui ça va définitivement, peut-être pas définitivement, mais ça va briser la relation avec sa fille. Mais c'est indispensable si elle veut pouvoir repartir sur de bonnes bases et se soigner en fait. Parce que ça passe par là aussi, le fait de se soigner, c'est de prendre la pleine responsabilité de ses actes, que l'on soit coupable ou que l'on soit victime d'ailleurs. Parce que quand on est victime, souvent on est surresponsabilisé, et prendre la pleine responsabilité de ses actes implique aussi de ne pas prendre la responsabilité des actes de l'autre. Et là, c'est exactement ce qui se passe, et c'est exactement la réaction que je trouve très saine en fait du narrateur, qui est de dire attends, en fait, ok, j'y réfléchis, mais non, je ne vais pas prendre la responsabilité des fautes de l'autre, c'est à l'autre de prendre sa pleine responsabilité. Et ça, c'est une réaction qui est très saine et qui, sur le court ou sur le long terme, va permettre non seulement de protéger Cassie, parce que ça va lui permettre de vivre dans un foyer où la vérité prime et qui ne baigne pas dans le mensonge et dans les non-dits et dans les fautes inavouées, parce que les mensonges, les non-dits, etc. D'une, ça reste jamais non-dit à vie. Enfin, c'est rarissime. Les choses finissent toujours par se savoir d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça se sent quand il y a des non-dits. Il y a quelque chose. Le silence est lourd de conséquences à lui tout seul, en fait. Et ce n'est pas parce qu'on tait les problématiques familiales qu'elles n'ont pas de conséquences. Au contraire, bien souvent, elles ont des conséquences sur les générations qui suivent, mais les générations qui suivent ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas se guérir, ne peuvent pas traiter le problème parce qu'ils ne savent pas quel est le problème. Ils savent juste qu'il y a un problème. Donc le fait de dire la vérité, ça protège la petite. En fait, l'air de rien. Ça la protège parce que ça maintient un cadre sain. C'est dur, hein ? Et c'est pas facile, et effectivement ça va y avoir des conséquences, il va y avoir du conflit. La petite qui a déjà une relation difficile avec sa mère, ça va bien sûr encore plus rompre le lien, mais ça reste sain. Et on rentre pas dans une espèce de dissonance cognitive comme ça. Donc ça c'est sain, et ça protège aussi le narrateur, parce que le narrateur prend sa pleine responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la responsabilité des fautes de l'autre. Il prend sa responsabilité à lui uniquement. Et sa responsabilité, c'est d'être honnête envers sa belle-fille, qu'il considère comme sa fille. C'est de dire les choses, c'est de trouver le moyen de réparer, et c'est d'affronter en face les problématiques. Et l'épouse
l'épouse, elle ne réalise pas la gravité de ses actes, elle ne réalise pas que ce qu'elle a fait, c'était vraiment pas bien. Elle n'est pas du tout prête à payer les conséquences. Il parle de thérapie de couple, il parle de thérapie individuelle, mais honnêtement, moi je pense que ça va mener nulle part. Tout simplement parce que ce n'est pas à l'initiative de la personne qui a le problème, en fait. La personne qui a le problème, elle fait ça uniquement parce qu'elle a, entre guillemets, pas le choix, quoi. Parce que c'est soit elle accepte de faire la thérapie, soit il menace de la quitter, donc c'est un ultimatum. Elle le fait pas parce qu'elle a envie de se soigner, elle le fait parce qu'elle a envie de préserver son couple. Mais elle le fait pas avec une vraie volonté de se soigner, donc ça ne peut pas fonctionner. Alors, des fois ça peut fonctionner quand même parce que dans la thérapie, la personne réalise, ça permet de provoquer le déclic qui va ensuite permettre à la personne de trouver la vraie volonté et la motivation de réellement se soigner. Ça peut arriver, mais c'est quand même plutôt rare. En plus de cela, je vais payer ces études moi-même. Je peux débloquer de l'argent à plusieurs endroits, notamment ma retraite et un héritage, donc ça ira. Si je dois vivre plus modestement à la retraite, travailler quelques années de plus, tant pis. Oh là là, et il l'aime, sa belle-fille. Cassie en vaut la peine. Honnêtement, je doute fortement que sa mère fende ses affaires. C'est donc pour ça que je prends cette voie. Concernant Adrien, donc lui, quand je vous dis il prend toute la pleine responsabilité, c'est aussi, il se considère comme un parent, il est un parent, donc il prend la pleine responsabilité de faire en sorte que sa fille, belle-fille, puisse faire ses études supérieures et toutes les chances de son côté. Quitte à sacrifier une partie de sa retraite, etc. Donc c'est quand même... il prend sa pleine responsabilité. Hein. C'est tout à son honneur. Hein. Concernant Adrien, on m'a reproché d'avoir voulu lui épargner les conséquences. Exactement ce que je disais. D'une certaine manière. Mais c'est facile à dire quand on n'a pas de sentiments profonds en jeu. Cela dit, je ne pense pas pouvoir rester avec elle. Ce qu'elle a fait est monstrueux. Elle a ruiné l'avenir de notre fille pour nourrir son addiction. On a eu une longue discussion, tard, la nuit dernière, et je l'ai menacée de divorcer si elle ne disait pas la vérité à Cassie. Elle m'a supplié de ne pas faire ça, mais je suis restée ferme et au bout du compte, elle a accepté. Mais seulement si j'acceptais de ne pas divorcer et de l'aider à réparer sa relation avec Cassie. Donc c'est bien ce que je disais, hein, la mère, elle assume absolument pas, elle prend pas du tout la responsabilité de ses actes, elle accepte d'avouer uniquement pour éviter le divorce, donc pour éviter une situation qui est pire pour elle, mais il n'y a pas de réelle prise de conscience. Je ne ferai probablement ni l'un ni l'autre. Elle a fait son lit, maintenant elle peut s'y coucher. Ben ouais. Donc si jamais je dois faire une mise à jour, je ferai probablement un tout nouveau post. Merci encore. Et évidemment, on a une mise à jour. C'est une longue histoire. Mise à jour. Je veux commencer par remercier tous ceux qui m'ont répondu sur le post original. Vous m'avez tous apporté une bonne forme de fermeté salutaire et je vous en remercie. J'apprécie même ceux qui m'ont traité de paillasson parce que, comme je l'ai dit dans mon précédent post, ça m'a réveillée. Paillasson, c'est une expression américaine. Doormat, c'est pour dire un homme ou une personne en tout cas qui se laisse marcher dessus, quoi. Mais j'aime bien, donc je la reprends pareil en français. Je ne vais pas rester avec Andrea. Elle m'a menti et nous a manipulés, Cassie et moi, depuis bien trop longtemps pour que je puisse rester avec elle. Je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a une petite chienne Plume qui vient de se coucher à côté de moi. Voilà, elle participe elle aussi aux vidéos. Le fait qu'elle ait volé de l'argent à moi, à Cassie et aux grands-parents de Cassie, ah oui, aussi, parce que eux aussi ont contribué au fonds d'école de Cassie, quoi. Et aux grands-parents de Cassie rend ça presque impossible à pardonner. La personne la plus lésée dans toute cette histoire, c'est Cassie. Elle a un avenir incroyable devant elle et je refuse de laisser cet avenir partir en fumée parce que ma femme a fait des choix aussi égoïstes. J'aimerais aussi prendre un moment pour répondre à quelques questions qui sont revenues souvent, certaines auxquelles j'avais déjà répondu dans le post original, mais je les remets ici pour que tout le monde les voit. Plus de la moitié de l'argent sur le compte venait des grands-parents de Cassie, c'est-à-dire des parents d'Andrea, les parents du père biologique de Cassie et mes propres parents, qu'elle appelle aussi ses grands-parents. Cet argent a été versé au tout début, ce qui explique pourquoi je savais combien il était censé y avoir sur le compte. Je n'ai jamais géré ce compte moi-même, même si je considère Cassie comme ma fille, officiellement ce n'est que ma belle-fille. Sa mère gérait donc tout ce qui concernait ses finances. Moi, je lui donnais simplement de l'argent à verser sur le compte et elle me montrait des relevés, probablement falsifiés. Ah ouais. Oui, donc elle n'a pas fait que piocher dans le compte, elle a menti, elle a manipulé, parce que si elle a falsifié des relevés de compte, ça veut dire qu'elle a
planifié le fait de mentir et de manipuler. C'est pas juste je suis sur le point de me prendre sur le fait, vite, invente un mensonge à la va-vite. Non, elle a planifié le fait qu'elle allait devoir mentir, manipuler pour cacher qu'elle prenait de l'argent sur le compte. Ouais, donc c'est un autre niveau là quand même. Oui, j'avais remarqué tout ce qu'elle achetait. Elle disait que c'était soit des promotions, soit qu'elle avait touché une prime au travail. Elle gagne très bien sa vie et je pensais qu'elle était responsable avec l'argent. Donc, j'acceptais ses explications. Je lui ai même demandé pourquoi elle avait besoin d'autant de chaussures Christian Louboutin et elle a balayé ça d'un revers de main. Oh putain. Tu fais des achats compulsifs avec du Louboutin, quoi. On vit pas dans le même monde, hein. Et même si certains n'arrivent pas à se le représenter, c'est très facile de dépenser 170 000 $. Ah ben c'est sûr que si tu tapes dans du Louboutin et dans des marques de luxe, je peux comprendre que ça devienne tout de suite plus facile de dépenser 170 000 $. Mais donne-les-moi, moi, les 170 000 $, t'inquiète, je vais savoir quoi en faire. Une grosse partie de l'argent est partie dans l'achat d'une Mercedes que je croyais en leasing. Elle avait une Lexus de 7 ans qui, d'après elle, faisait rire ses amis. Ah ouais, on vit pas dans le même monde. Maintenir les apparences auprès de ses amis riches est très important pour elle. Cassie et Andréane, ça c'est un truc, désolée, je reviens juste sur la phrase d'avant. Maintenir les apparences auprès de ses amis riches est très important pour elle. J'ai peu fréquenté de personnes vraiment riches, mais le peu de fois où je me suis retrouvée en présence de personnes vraiment riches, j'ai vraiment eu l'impression que plus on est riche, plus les apparences sont importantes. Et je me souviens, tout simplement, j'avais une soirée comme ça où j'avais une amie qui avait beaucoup d'argent qui m'avait invitée à un apéro, quoi, qu'elle faisait. Donc déjà, l'endroit de l'apéro, c'était dans un bar vraiment très très riche où la première bouteille de vin était à plus de 100 balles. Donc moi, je n'ai bu que de l'eau ce jour-là. Et en fait, dans la soirée, personne ne m'a adressé la parole. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi personne ne m'adressait la parole, jusqu'à ce que je regarde comment les gens étaient habillés. Chose à laquelle je ne fais pas du tout attention parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça d'habitude. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais la seule qui ne portait pas des marques de luxe sur moi. Et donc en fait, il y a plein de gens qui ne me connaissaient même pas, qui ne m'avaient pas jamais vue, qui ne savaient pas du tout qui j'étais, mais qui en fait juste d'un coup d'œil, en me regardant, ont vu que je portais sûrement des habits de pauvre, parce que pas de la marque, quoi. Et qui en fait ont estimé qu'il ne fallait pas m'adresser la parole. Que du coup, j'étais pas à leur niveau, quoi. Donc, je peux comprendre le fait de maintenir les apparences auprès des amis riches soit très important pour Andrea, parce qu'en fait, on peut se faire complètement snobber, complètement écarté en fait d'un cercle social juste parce qu'on n'a pas les bonnes chaussures, parce qu'on porte pas les bonnes marques. C'est quelque chose qui existe et qui est réel et qui est factuel en fait. Donc et il y a cette peur du rejet qui fait partie quand même en tout cas le besoin d'acceptance qui fait partie des besoins très importants chez l'être humain. C'est dans les besoins secondaires, mais ça fait partie des tout premiers besoins secondaires chez l'humain selon la fameuse pyramide de Maslow. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner, c'est très intéressant. Sur les besoins primaires et les besoins secondaires en sociologie, c'est très très intéressant. Cependant, si on n'a pas les moyens de maintenir sa réputation auprès de personnes très très riches, à un moment donné, il faut aussi accepter les choses, accepter les conséquences de sa vie et changer de milieu social, changer de cercle social. C'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais d'une certaine manière, je comprends Andrea. Et d'un autre côté, pour moi, ça me renvoie encore au côté de la femme-enfant. Parce que le moment dans ma vie où les apparences étaient le plus important, c'était au collège. Où en fait la réputation et c'était tout. C'était tout notre monde tourné autour de avoir une bonne réputation. Vous venez de voir passer mon second chien, Ryder. Il y en a 3 en tout, ça fait beaucoup. Hein. Donc quelque part, je la comprends. Et en même temps, oui, mon chouchou, il vient se coucher derrière moi. Et en même temps, ça me renvoie encore au fait de pas accepter les conséquences de ses actes et les conséquences de sa vie. C'est-à-dire qu'elle a préféré manipuler, planifier, mentir,
pour maintenir sa réputation plutôt que accepter de vivre dans ses propres moyens, quoi. Cassie et Andrea ne s'entendent pas bien pour diverses raisons. Apparemment, Cassie tient beaucoup à son père décédé et Andrea n'arrive pas du tout à se connecter à elle, ou peut-être n'essaye-t-elle même pas vraiment. Cassie préfère largement me venir parler à moi. Il y a des limites parent-enfant, bien sûr, mais Cassie me considère comme l'un de ses meilleurs amis. Ce sont ses mots, pas les miens. J'ai compris que le fait de vouloir que je porte le chapeau était une manipulation de plus de sa part, et qu'en plus, ça m'aurait exposé à une montagne de conséquences dont je n'ai aucune envie de m'occuper. Et puis, dire la vérité reste toujours la meilleure solution. Je ne réfléchissais pas correctement dans mon dernier poste, et j'avais peur de me retrouver seule et célibataire. J'imagine que j'ai moi-même un problème avec la solitude que je vais devoir gérer. Et puis j'aime vraiment Andrea. Il y a entre nous une connexion très profonde. Mais je divorce quand même. Aussi bizarre que cela puisse paraître, un commentaire disant que les maisons de retraite connaissent des épidémies de chlamydia m'a fait rire et m'a rappelé que je pouvais encore refaire ma vie à mon âge. En plus, les maisons de retraite connaissent des épidémies de chlamydia. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie sexuellement transmissible. Voilà. Quelle délicate manière de dire que les vieux ont aussi une activité sexuelle, quoi. Excellent. Et en plus, certains d'entre vous m'ont fait de très gentils compliments, alors merci. Après ma dernière mise à jour sur le post original, j'ai parlé avec Andrea tard dans la nuit. Elle a longuement hésité avant d'accepter de dire à Cassie ce qu'elle avait fait. Elle disait qu'elle, ou même nous deux, pourrions contracter des prêts et remettre l'argent sur le compte. Ben oui, évidemment. Hein. Quand on vit au-dessus de ses moyens et qu'on fait de la merde avec son argent, le meilleur moyen, c'est de faire encore plus de la merde en contractant des prêts. Et remettre l'argent sur le compte. Je lui ai répondu qu'elle avait un vrai problème et qu'elle devait réparer ce qu'elle avait fait. Un argument que j'ai repris de ce qu'on m'avait dit ici. Quand je l'ai menacée de divorcer, elle a accepté de le dire à Cassie, à condition que je ne divorce pas. J'imagine qu'elle a peur de tout perdre. Cet après-midi-là, nous avons fait asseoir Cassie et lui avons dit la vérité. Au début, elle a cru qu'on plaisantait, mais quand elle a compris que ce n'était pas une blague, elle s'est complètement effondrée. Je vous épargne les détails, mais elle et Andrea se sont lancées dans une dispute extrêmement violente, à hurler l'une sur l'autre. Cassie l'a traitée de noms vraiment atroces. Et Andrea, même si elle ne l'a pas insultée en retour, a essayé de se défendre, puis a commencé à s'énerver à cause de ce qu'on lui disait. Elle faisait tellement de bruit que les voisins ont appelé la police. Ah ouais, carrément. Et j'ai dû leur expliquer la situation de façon très gênante, en espérant qu'ils ne me prennent pas pour un mari violent. Cassie a dit à Andrea qu'elle ne voulait plus jamais lui parler, qu'elle ne voulait plus jamais un centime de son argent, puis elle est sortie en trombe. À ce moment-là, j'ai demandé à Andrea d'aller vivre chez sa sœur pour une durée indéterminée, afin que Cassie et moi ayons un peu d'espace loin d'elle. Elle ne voulait pas partir, elle s'est battue pour rester, mais je lui ai dit que Cassie et moi avions besoin de temps sans elle. Elle a donc fait ses affaires et est partie chez sa sœur. Quant à Cassie, elle est allée dans sa chambre et s'est enfermée. Elle m'a laissé entrer après que je lui ai dit que sa mère était partie. Elle a pleuré dans mes bras, m'a dit que son avenir était désormais fichu. Je lui ai répondu que non, que ce n'était pas le cas, que je paierais ses études avec mon épargne retraite, que je réparerais ça. Elle ne sait pas encore exactement ce qu'est un 401K, mais elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que je travaille jusqu'à 90 ans, comme les gens chez Walmart, à cause d'elle. Je lui ai simplement répondu qu'elle en valait la peine, qu'on fait parfois des choses stupides pour les gens qu'on aime. Elle m'a dit qu'elle allait commencer à chercher des bourses, et peut-être aussi d'autres universités où elle pourrait être prise avec une bourse complète, vu qu'elle a d'excellentes notes et un très bon dossier d'activité extrascolaire. Je lui ai ensuite avoué qu'Andrea avait voulu que je porte le chapeau à sa place. Mais pourquoi tu lui as dit ça, Bibiche ? Ça, c'était pas obligé de lui dire. Et que j'y avais pensé un moment avant de retrouver mes esprits. Elle s'est énervée contre moi, m'a dit que ça aurait été la chose la plus stupide que j'aurais pu faire. Elle a ajouté qu'elle n'aurait de toute façon jamais cru que c'était moi et que ça ne l'aurait rendue pas que plus en colère contre sa mère. Elle m'a dit qu'elle ne m'en voulait pas pour la disparition de l'argent, mais qu'elle m'en voulait d'avoir envisagé de couvrir sa mère. Je me suis excusée. On a parlé encore un moment, serrés l'un contre l'autre, avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel des parents d'Andrea qui voulaient savoir si l'histoire était vraie. Cassie leur avait raconté et ils les appelaient pour vérifier. J'avais les enregistrements vocaux et les relevés bancaires pour le prouver. Ils étaient furieux, mais m'ont supplié de ne pas quitter Andrea pour ça et d'essayer plutôt de l'aider avec son addiction. Je leur ai dit que je ne savais pas encore, puis j'ai raccroché. Un peu plus tard, ce sont mes propres parents qui ont appelé pour me demander si c'était vrai. J'ai confirmé. Eux étaient probablement encore plus en colère que Cassie, tout bien considéré, et ils menacent de porter plainte.
Je leur ai dit de se calmer, que je gérerai ça. Cassie va à peu près bien. Elle est encore sous le choc, mais elle semble encaisser la situation aussi bien qu'on peut l'espérer. Je lui ai préparé des pancakes ce matin et ça lui a remonté un peu le moral. Je lui ai demandé si elle voulait commencer une thérapie. Elle m'a dit qu'elle allait y réfléchir. Moi, je vais en faire une, pour moi-même. Andrea appelle pour parler, mais je laisse sonner. Donc elle me laisse des messages vocaux. Elle me promet de tout d'arranger les choses, de l'argent, du sexe, des faveurs, n'importe quoi, mais ça ne marchera pas. Voilà, la fameuse Andrea, c'est tout pour éviter les conséquences, quoi. Tout pour éviter les conséquences. Donc encore une fois, un comportement d'enfant, vraiment un manque de maturité, mais vraiment très très flagrant. Je me sens horrible pour Cassie, surtout à l'approche de Noël. Et ça explique aussi le fait qu'elle ne s'entende pas bien avec sa fille, parce que sa fille, au contraire, semble plutôt hyper responsable. Très très responsable. Et c'est logique, hein. Souvent, les parents... on a souvent cette dynamique dans les dynamiques parents-enfants où en fait quand le parent est excessif d'un côté, l'enfant va être excessif de l'autre côté, comme si c'était une manière de contrebalancer ou d'essayer de rétablir un équilibre. Et là c'est exactement ce qui se passe, quoi. Je pense que je vais lui prendre des places pour Billie Eilish puisque c'est son idole. Ça ne réparera rien évidemment, mais ça pourrait au moins l'aider un peu à se sentir mieux. Voilà où on en est pour l'instant. J'imagine que je referai une mise à jour s'il se passe encore quelque chose, mais je pense que c'est à peu près tout. Merci à tous, vous m'avez énormément aidé. C'est pas fini. Edith. J'ai oublié d'ajouter que je surveille mon dossier de crédit de très près, donc il n'y a rien de suspect de ce côté-là, mais je vais quand même tout verrouiller. La semaine prochaine, je vais voir mon comptable pour retirer Andrea de tout ce qui compte vraiment, assurance vie, testament, compte bancaire, etc. Et j'ajouterai Cassie à la place. J'ai déjà commencé à changer les mots de passe et ce genre de choses pour qu'Andrea n'ait plus accès à rien. Je fais traîner Andrea avec cette histoire de non-divorce jusqu'à ce que mes comptes soient sécurisés. Et d'après ce que je peux voir, le dossier de crédit de Cassie semble intact, mais je vais aussi le vérifier à fond et le verrouiller. Edith 2, j'ai corrigé une phrase où j'avais mélangé les prénoms. Edith 3, je n'arrive pas à croire que je doive préciser ça, mais il y a quelques personnes qui trouvent ça malsain que je prenne ma fille dans mes bras. Si le fait d'être assis avec elle pendant qu'elle pleure contre mon épaule et qu'on parle ensemble est considéré comme malsain, alors très bien, je suis malsain. Laissez Internet rendre les choses bizarres, j'imagine. Et non, je ne me prends pas pour un héros, j'essaie juste de faire ce qui est juste. Edith 4, je suis désolée pour le commentaire sur les employés de Walmart. Ni Cassie ni moi ne voulions offenser ou mépriser les gens qui y travaillent. Walmart, c'est une chaîne alimentaire. C'est une chaîne de grands magasins, un peu type Leclerc, quoi. Type Carrefour, Leclerc, ce genre de choses. Ni Cassie ni moi ne voulions offenser ou mépriser les gens qui y travaillent. Bon sang, moi-même j'ai travaillé dans un supermarché pendant mes études. Mais malgré tout, on l'a dit, donc nous présentons sincèrement nos excuses. Et évidemment, on a une mise à jour supplémentaire. Sur cette première mise à jour, j'ai pas grand-chose à dire. Tout est dit. Clairement, bon, il prend le chemin du divorce et de la séparation. Il n'est pas encore sûr à 100%, mais il en prend quand même de très loin la direction. Voilà, je trouve qu'il a pour moi, il a la meilleure réaction possible, en fait. Dans le sens où il cherche à protéger sa fille, enfin sa belle-fille, mais qu'il considère comme sa fille. Il cherche à se protéger lui. Il assume et il regarde les choses en face. Et puis ce qu'il regarde en face aussi, c'est le comportement de sa femme qui, elle, est extrêmement infantile. Et qui cherche à fuir ses responsabilités par tous les moyens. Et ça, il l'a bien identifié, donc pour moi, il fait tout ce qu'il faut. Bonjour à tous. Mise à jour suivante. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue ici. Il s'est passé beaucoup de choses et pour être honnête, je n'ai pas eu le temps de venir poster une mise à jour, mais j'ai enfin un moment de calme pour le faire. D'abord, je veux remercier tout le monde ici de m'avoir aidé à un moment aussi décisif de ma vie. En relisant mes posts d'origine, je n'en reviens pas à quel point je donnais l'impression d'être hésitant et faible. La perspective de voir mon mariage se terminer et de finir seule m'a profondément secouée. Et c'est ce qui m'a fait paraître comme ça.
J'ai commencé une thérapie. Ça m'a fait comprendre qu'être célibataire n'était pas la pire chose qui puisse m'arriver. En réalité, j'ai transformé ma solitude subie en solitude choisie et j'ai pris ce temps pour travailler sur moi. Et si cette dernière phrase ne vous a pas mis sur la piste, alors je vais vous le dire clairement, je suis célibataire maintenant. Andrea et moi sommes légalement séparés et actuellement en médiation pour le divorce. Malheureusement, Andrea est toujours dans le déni et essaye par tous les moyens de me récupérer, notamment en retardant autant que possible la procédure de divorce, sous prétexte qu'on pourrait encore travailler sur notre mariage. Elle affirme avoir commencé à voir une thérapeute qui l'aurait aidée à prendre conscience de son problème et à entamer un processus de rétablissement. Je ne sais pas si j'y crois vraiment, mais je lui ai dit que si c'était vrai, c'était une bonne chose. Elle s'est aussi excusée auprès de mes parents, des siens et des parents de son défunt mari pour ce qu'elle a fait. Et elle a même proposé de rembourser l'argent. Ils lui ont tous pardonné, mais ils la tiennent quand même à distance. Eh oui, attention, le fait de pardonner quelqu'un ne veut pas dire qu'on doit revenir comme en 40 et refaire les choses comme c'était avant en laissant tout passer. Ce n'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est accepter de ne pas garder rancœur contre quelqu'un. C'est accepter le fait que la personne ait pris ses responsabilités. C'est accepter le fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé et tant pis. Mais c'est pas parce qu'on choisit de pardonner à une personne que automatiquement on va lui refaire confiance comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Une fois que la confiance elle a été détruite, il faut énormément de temps pour la rebâtir. Pardonner, ça peut éventuellement être l'équivalent d'accepter de donner une chance à la personne. De dire ok, tu sais quoi, on peut travailler à essayer de rétablir la confiance entre nous, j'accepte d'y travailler. Mais je vais pas, parce que j'ai décidé de te pardonner, d'un claquement de doigts, te refaire confiance comme avant. Ça ne fonctionne pas et ce n'est pas ça à pardonner. Ce qui est très important de faire la distinction, parce que si on ne fait pas la distinction et qu'on a envie d'être une bonne personne, en fait c'est la porte ouverte à la manipulation, à se faire manipuler et à devenir victime d'abus. Donc très important de comprendre ce qu'est réellement le pardon. Elle cherche désespérément à renouer avec Cassie, mais Cassie a tenu parole et a décidé de ne plus jamais parler à sa mère. Ou du moins, pas avant d'être prête. Les amis riches qu'Andrea voulait tellement impressionner sont venus chez nous proposer leur aide. Ce sont peut-être des curieuses envahissantes, mais elles ont été très gentilles avec Cassie et moi, juste après la trahison d'Andrea. Elles ont proposé un peu de tout, une oreille attentive, des pâtisseries, des journées au spa. Personnellement, je n'ai accepté que les pâtisseries parce que je ne dirai jamais non à des carrés au citron fait maison et ni à des cookies aux flocons d'avoine et raisins secs. Cassie, elle, a accepté les journées au spa, donc voilà. Une femme en particulier, Suzanne, a été plus présente que les autres. J'ai eu l'impression que les autres venaient surtout chercher des informations, alors qu'elle, elle semblait plus sincère et vraiment là pour aider Cassie et moi à nous remettre. Elle nous a cuisiné des repas, a aidé à la maison et a surtout passé beaucoup de temps de qualité avec moi. On ne lui a rien demandé, on n'avait ni envie ni besoin qu'elle fasse tout ça. Mais elle l'a fait par pure gentillesse et je l'apprécie vraiment pour ça. On s'est énormément rapprochés en très peu de temps et je la considère sincèrement comme une amie. C'est assez incroyable d'ailleurs, que je puisse aussi bien m'entendre avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi, 14 ans d'écart. Parce que d'habitude, j'ai du mal à créer des liens avec des gens plus jeunes, même quand ils sont adultes. Mais maintenant, on arrive à la partie la plus importante de cette mise à jour. Cassie. Pour lui remonter nos morales à Noël, je l'ai amenée, avec une de ses amies, à Montréal le mois dernier pour voir son artiste préféré, Billie Eilish, à un festival. Elle a adoré, et Montréal est vraiment une ville magnifique à visiter. Dans l'ensemble, elle a plutôt bien encaissé la perte de son fonds universitaire. Cassie est quelqu'un de très bosseur, et elle s'est mise à fond à chercher des bourses. Malheureusement, elle avait déjà dépassé la limite pour la plupart des bourses auxquelles elle aurait pu prétendre. Mais l'université qu'elle voulait intégrer lui a accordé une aide financière très généreuse. En plus de ça, elle a obtenu certaines aides locales. Donc, toute sa première année est entièrement financée. Et oui, heureusement, Cassie a bien été acceptée dans l'établissement de son choix. En réalité, elle a reçu plusieurs lettres d'admission et même des propositions de prise en charge complète, mais elle tenait absolument à cette école-là. D'ailleurs, je l'y ai déposée la semaine dernière et je suis extrêmement fière d'elle et je sais qu'elle va bien s'en sortir. Maintenant, je me retrouve seule dans cette grande maison vide. Le silence est assourdissant, mais Suzanne est souvent là pour me tenir compagnie.
Et la petite Suzanne, elle aurait pas une petite idée derrière la tête, Madame Suzanne Moi, je dirais qu'il y en a une qui s'est mise en tête de mettre le grappin sur notre narrateur. Et je me suis mis au vélo comme nouveau loisir. Donc globalement, les choses vont bien. Pas parfaitement, mais nettement mieux qu'avant. Et avec ça, je pense que je peux enfin clore cette histoire. Le divorce devrait, je l'espère, être finalisé dans les prochains mois. Et je pourrai enfin avancer dans ma vie. Mais le plus important, c'est que Cassie est en train de réaliser ses rêves et de déployer tout son potentiel. Et je ne pourrai pas être plus heureux pour elle. Voilà, fin de l'histoire. Je la trouve intéressante cette histoire parce qu'elle nous montre comment on peut arriver à se sortir de situations qui, à première vue, semblent désespérées. Parce que le titre au début et le premier post, elle a gâché son avenir, ça y est, c'est fini. Et puis en fait, une fois qu'on arrive à passer cette première phase de choc et de colère et qu'on se retrousse les manches, il y a quand même très souvent des solutions, alors qui ne sont pas toujours des solutions parfaites, qui ne sont pas toujours des solutions pas faciles, mais il y a toujours des solutions et la vie continue. Et ça, je trouve ça assez beau parce que c'est très bien montré dans cette histoire. Il est aussi très bien montré comment une personne immature, irresponsable, peut manipuler, mentir, etc. Et surtout, en fait, même quand les conséquences viennent taper à sa porte, arriver à rester dans le déni et rester dans l'illusion. Et ça, c'est assez marquant aussi dans cette histoire. Voilà. Allez, un petit bol tibétain pour marquer la fin.